Nous, sur Télé 50, Cobra Matata, chef de guerre du groupe armé Force révolutionnaire patriotique des Luturi, s'est rendu lundi à l'armée avec un grand nombre de ses combattants. C'est ce qu'indique un compte rendu du Conseil de ministres. Ces hommes seront soumis après rassemblement au programme DDR destiné à offrir une porte de sortie à la cinquantaine de groupes armés qui pilulent encore dans l'est de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre à ce sujet Lambert Mende, ministre de Communication et Médias. Cobra Matata lui-même, avec son lieutenant et je crois quelques centaines de ces éléments se sont rendus au FRDC en Ituri, confirmant l'information. Et nous estimons que Cobra Matata a pris la bonne décision, puisque maintenant, après la procédure de rassemblement, il va participer au programme de mobilisation, des armements, réinsertion. Et donc, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à des gens qui ont risqué d'être tués, soit être jugés ou emprisonnés. C'était Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias. On va s'envoler pour l'intérieur du pays, au Nord Kivu. Nouvel incident dans la localité de Mbao entre la population civile et la mission onusienne. Les contingents tanzaniens qui devraient se défendre a causé la mort par balle d'un taximan moto hier soir. La situation a provoqué une nouvelle tension dans ce coin de territoire de Beni où les activités ont tourné au ralenti. L'incident est intervenu lundi soir vers 17h30 local. Plusieurs sources sur place indiquent qu'au passage en bas d'un convoi des casques bleus du contingent tanzanien de la brigade d'intervention de la MONUSCO qui se dirigeait vers Eringeti, les chauffeurs de taxi moto en stationnement ont commencé à klaxonner. Du coup, les militaires tanzaniens sont descendus dans leur jeep et commencé à tirer dans tous les sens. Pendant la fusillade, un autre taximan qui quittait Beni pour la cité d'Oicha a été touché par balle et il est mort sur les champs, ce qui a provoqué la colère de ses collègues. Ceux-ci ont barricadé la route et décidé que le corps de la victime reste au lieu du crime jusqu'à l'arrivée de l'autorité provinciale, comme il est disait. Jusqu'à 10 heures de ce mardi, le corps du nommé Kambale Sombolani était encore au sol en Baou. La police se fait imposer pour ravir le corps, direction la mort de l'hôpital général de la cité d'Oicha. Cette action de la PNC a provoqué de nouvelles altercations entre les éléments des forces de l'ordre et les taximens moto. Pendant ces altercations, un autre motard a été blessé par balle et acheminé d'urgence à l'hôpital général de la ville de Beni, où il aurait succombé de ses blessures, nous venons de l'apprendre. Pour l'instant, la situation reste confuse mais stable à Oicha comme à Baou, et la circulation a repris sur l'axe Beni-Oicha. Les éléments des forces de l'ordre se sont déployés pour parer à toute éventualité. La société civile locale condamne cet incident, mais sans en donner d'autres commentaires. Du côté de la MONUSCO, aucune déclaration pour le moment. Martial Bedelo, Boutembo, Télé 50. Merci Martial pour tous ces détails. C'est une condamnation intervenue la semaine dernière. 10 ans de prison à l'endroit d'un haut gradé des forces armées de la République démocratique du Congo, qualifié de significatif quant aux crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Cet officier est un ancien seigneur de guerre intégré dans l'armée congolaise. Nous sommes au 27e jour d'audience et voilà que le verdict tombe. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, elle prononce une seule peine, la plus forte, celle de 10 ans de servitude pénale principale. Le condamné, c'est lui, Jérôme Kwakavu, général de brigade au sein des FRDC, ex-rebelle et ancien seigneur de guerre en Ituri, chef milicien de forces armées populaires du Congo, très active au début des années 2000. On l'a même qualifié durant le procès d'un ex-président de la République d'Aru où il fut considéré comme un dieu. Il avait d'ailleurs transformé des femmes, dont une certaine Elisabeth, en esclaves sexuels. La juridiction militaire l'a reconnu coupable de crimes de guerre par viol, meurtre et torture commis à Aru, en Ituri, en province orientale, en 2004. En conséquence, condamne le prévenu au paiement des dommages et intérêts à 30 000 $ en francs congolais pour MVR, 30 000 $ en francs congolais pour CVR. Il devra aussi, à titre de réparation, dédommager plus d'une dizaine de victimes par le paiement d'importantes sommes d'argent.
Il écope alors de 10 ans de prison, peut-être pas assez pour panser les plaies des victimes, mais très significative pour prouver que dans le pays, l'option tolérance zéro reste activée, ou qu'un militaire, peu importe son rang, ne peut échapper à la sanction négative de la discipline. Les nouvelles sont bonnes pour la population est-kassaïenne et pour cause, la société Énergie du Kasaï Eneka vient de recevoir les 250 000 $ américains promis par le gouvernement central en vue d'améliorer la desserte en eau et en électricité. Cette somme a été remise lundi aux responsables d'Eneka par le gouverneur de province. Regardez. Ça sera peut-être vers un véritable ouf de soulagement pour la population du Kasaï oriental. Après plusieurs semaines de calvaire par manque d'eau et d'électricité, Kinshasa vient de réagir à la promesse faite à la société d'énergie du Kasaï, NRK, avec un montant de 250 000 $ américains. La cérémonie de remise s'est déroulée ce lundi au gouverneur des provinces, Alphonse Ngoï Kassanji, gouverneur des provinces, a remis personnellement cette somme aux responsables de la société Énergie du Kasaï, NRK. Monsieur Paul Kalonji, directeur général de NRK, a rendu hommage au chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir répondu à la requête avec toute urgence. Cette somme servira à acheter quelques pièces qui pourront bien sûr améliorer les installations des Tchala qui ont connu plusieurs pannes. Après plusieurs jours d'attente, la population du Kasaï oriental sera peut-être d'ici fin décembre asservie chaque jour en électricité et en eau potable. Depuis la ville de Mbujemaï, Crispin, Chibinkoufoua, Radio TV 50. Merci Crispin. Autre sujet à la une de l'actualité, le dernier voyage du chef du gouvernement congolais aux Pays-Bas produit déjà des fruits. Une forte délégation composée de représentants d'une vingtaine d'entreprises néerlandaises séjourne à Kinshasa. L'objectif est de renforcer les relations entre les deux pays et d'étudier aussi les différentes opportunités qu'offre la République démocratique du Congo aux investisseurs. Primature. C'est une mission d'affaires néerlandaise qui arrive à l'hôtel du gouvernement. L'un des objectifs qui l'amène en République démocratique du Congo, c'est le renforcement des relations avec le pays de Joseph Kabila Kabange sur le plan économique. À l'intérieur, ils ont le temps de contempler l'art congolais. Liliane Ploumen, c'est elle qui conduit la délégation. Matata Pogno la reçoit et échange avec elle sur les opportunités d'investissement agro-industriel qu'offre la RDC. Now everyone is very much geared towards having a trade relationship. Tout le monde aimerait avoir un rapport commercial, dans l'investissement, dans la création des emplois pour toutes les personnes qui vivent au Congo. Ici, l'État congolais et les Pays-Bas entendent renforcer leur coopération, aussi dans les domaines du commerce ainsi que de l'agriculture, ce qui justifie d'ailleurs la présence depuis le 10 novembre d'une vingtaine de représentants d'entreprises néerlandaises à Kinshasa. Depuis que nous sommes partis de votre pays, votre beau pays, notre souci, celui du président de la République, président Kabila, c'est de bâtir de nouvelles relations avec le pays. Après échange, un petit mets leur est servi en signe de bienvenue. Cette mission d'affaires intervient quelque temps après la visite de travail qu'a effectué le Premier ministre aux Pays-Bas, où il a participé au forum business. And of course also Dutch entrepreneurs les entrepreneurs are very interested to hollandais invest sont here, très intéressés à venir faire des investissements au to Congo work with the very industrious and trade-minded people of et Congo. travailler avec des gens qui aiment la passion dans les affaires et aussi dans les industries. That everyone can benefit from. Après Kinshasa, cette même délégation que conduit la ministre du Commerce extérieur et de la coopération au développement se rendra à Goma, où elle va visiter un des principaux sites d'exploitation des coltans de l'Est de la RDC. La formation des formateurs en genre s'est ouverte lundi à Zongo dans le Bas-Congo. La cérémonie d'ouverture a été présidée par André Pungwe Songo, le numéro 2 du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. L'ONU Femmes appuie cette formation axée sur le genre et les élections. Durant 5 jours des travaux, les participants vont acquérir les techniques de formation susceptibles de les préparer à bien encadrer les agents et cadres de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que d'autres acteurs impliqués dans l'accompagnement du processus électoral au Congo-Kinshasa.
L'objectif serait de prendre en compte des préoccupations des femmes en vue d'améliorer leur participation aux institutions qui seront issues des élections de 2015. À cette occasion, le vice-président de la CENI, André Pungwe, a rappelé la faible participation de la femme congolaise aux instances décisionnelles, étatiques, ainsi que sa présence assez timide aux joutes électorales. Selon M. Pungwe, l'atelier des Zongo constitue une occasion propice pour décortiquer les causes qui freinent les initiatives féminines et envisager des voies et moyens susceptibles de changer cette situation. Et la CENI s'est engagée à aider la femme congolaise pour sa participation effective aux élections de 2015-2016 à travers le renforcement de ses capacités dans la prise en compte du genre tout au long du cycle électoral en cours. La formation des Zongo s'inscrit dans la droite ligne de la décennie 2010-2020 de l'Union africaine qui met l'accent sur l'impérieuse urgence de promouvoir la participation des femmes au processus décisionnel et politique à travers leur présence dans les sphères des décisions étatiques et communautaires. Et puis le renforcement des capacités sur le système comptable OHADA continue son bonhomme de chemin. En République démocratique du Congo, les agents et cadres du ministère des Finances et ceux du ministère de la Justice et des Droits humains ont suivi une formation sur ce système comptable, une session qui s'est clôturée avec la remise des certificats de maîtrise aux cadres de ces deux ministères. Tel que prévu dans le droit comptable OHADA, le 4 mois... Dans la salle de réunion de la Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, agents et cadres financiers du ministère des Finances et ceux du ministère de la Justice et des Droits humains, deux premières administrations publiques du pays, sont toutes oui au propos du formateur. Pour l'année qui vous concerne, prenez seulement le charge qui concerne cette année-là. Si vous avez engagé des charges pour l'exercice suivant... La leçon du jour porte sur le fonctionnement du système comptable de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, dispensée par une commission d'experts nationaux. Bon, la formation d'aujourd'hui porte sur l'acte uniforme numéro 7, portant sur organisation et harmonisation des comptes habilités 6 dans les États parties de l'OHADA. Un acte uniforme qui comprend deux branches principales. Des nouvelles connaissances par lesquelles ces agents espèrent améliorer leur rendement, mais surtout mettre à niveau leur administration par rapport au contexte comptable mondial. Une véritable innovation dans le système comptable congolais que toutes les entreprises opérant sur le territoire national ont intérêt à adopter. La commission est là pour ça. Il a entre autres pour mission de promouvoir la formation en matière de droit harmonisé des affaires. Si elles ne viennent pas, la conséquence c'est que demain il y aura certaines sociétés qui ne vont plus exister sur le plan juridique. D'autres, notamment en ce qui concerne l'harmonisation, vous avez suivi vous-même tout ce qu'on a dit, mais il y a des sociétés qui n'ont pas harmonisé par exemple les statuts. Vous voyez les conséquences. Mais d'autres, s'il n'y a pas de formation, demain il y aura des contentieux. Il faut s'attendre à des contentieux. Un brevet a été remis à chaque participant, visiblement déterminé à apporter sa pierre dans la modernisation de l'administration publique du pays. Et en sport, le Maroc ne disputera plus la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le pays de Mohamed VI, demandeur plusieurs fois du report de la compétition, vient d'être disqualifié par la Confédération africaine de football. Réuni ce mardi 11 novembre au Caire, le comité exécutif de la CAF a confirmé le refus du Maroc d'accueillir la prochaine CAN 2015 dont les hostilités sont prévues du 17 janvier au 8 février. La CAF annoncera sous peu le prochain organisateur de cette compétition qui se déroulera donc sans le Maroc puisque disqualifié. Et puis sachez que du 4 au 10 novembre dernier, il s'est tenu à Bangkok en Thaïlande l'Assemblée générale élective de l'Association des comités olympiques nationaux. La RDC était représentée par le secrétaire général du comité olympique congolais qui s'est dit fier d'échanger les expériences axées sur la bonne gouvernance. On écoute Alien Badiachile qui nous fait ici la restitution de son séjour thaïlandais. Il s'agissait de deux assemblées, au fait, si j'ai pu m'exprimer ainsi, donc l'assemblée ordinaire et puis l'assemblée élective. Le premier volet a consisté évidemment à l'organisation de notre structure
au niveau de 5 continents. Donc nous avons passé en revue un certain nombre de points. Vous savez qu'au niveau de l'ACNO, nous travaillons en collaboration ou de manière coordonnée avec les fédérations internationales. Donc,